Alors jusqu'ici, nous avons parlé de systèmes dans lesquels les transformations sont spontanées. Alors ce sont des systèmes qui évoluent spontanément, ça veut dire seuls, sans aucune intervention de l'extérieur. Ils évoluent spontanément d'un état initial vers un état final, ou bien on l'appelle l'état d'équilibre. Une seule contrainte qui peut bloquer ces évolutions, c'est une contrainte cinétique. Ça veut dire lorsque la réaction elle est de très faible vitesse. Alors dans ce cas, la réaction elle est tellement lente qu'on peut dire qu'elle ne se fait pas pratiquement. Alors, donc il y a des évolutions, des systèmes dans lesquels l'évolution est spontanée, mais il y a d'autres systèmes dans lesquels on peut avoir une évolution, il y a une évolution possible d'un état initial vers un autre état. Seulement cette évolution, elle n'est pas spontanée, elle est non spontanée car elle demande une intervention de l'extérieur. Ça veut dire qu'elle ne se fait pas, la transformation ne se fait pas à elle seule, même si tous les facteurs cinétiques sont favorables. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème de vitesse. Et pourtant, la réaction ne se fait pas. Ça veut dire que cet état initial, l'état initial qu'on impose, il reste un état très stable. Alors, dans ce cas, la réaction, elle est possible et elle ne se fait pas, elle est envisageable, mais on ne l'observe pas. On peut donc la forcer à se faire, ça veut dire cette transformation, on va la forcer à être réalisée. Donc, on va parler de transformation forcée. C'est le contraire de transformation spontanée. Et pour voir cette différence entre réaction spontanée et réaction non spontanée, d'abord, on va voir cet exemple de la réaction entre le cuivre et le dibrome. Observons cette expérience mettant en évidence la réaction entre le dibrome, il est ici de couleur vin rouge dans le tube à essai, et un ruban de cuivre chauffé à incandescence. Alors observez lorsqu'on met le cuivre, le ruban de cuivre dans le dibrome et on chauffe le système, la réaction il est spontanée et rapide. Donc nous avons observé cette réaction entre le cuivre et le dibrome. C'est une réaction qui est spontanée et sa constante d'équilibre elle est égale à 1,20 puissance 25, elle est très forte, ça veut dire que c'est presque une réaction totale, et pratiquement totale. Ça veut dire que je peux l'écrire avec une seule flèche. Mais au contraire, si je considère une solution aqueuse contenant Ci2+ et Br-, ça veut dire Ci2+ et Br- comme réactifs. Alors j'écris l'équation avec ces deux éléments, ces deux espèces chimiques comme réactifs pour avoir Cu et Br2. Donc j'ai ici K', c'est 1 sur K, c'est la réaction inverse. Donc c'est 8 et 30, 10 puissance moins 26. C'est une constante d'équilibre très faible. Ça veut dire que cette réaction, elle est pratiquement impossible. On ne peut pas observer la formation de cuivre et de dibrome à partir de Cu2+ et Br- d'une manière spontanée. Donc, s'il y a transformation, elle ne peut être que non spontanée. Ça veut dire on va la forcer à se faire. On va forcer les ions cuivre 2 et les ions bromure à réagir entre eux pour donner Cu et Br2. Donc ce n'est pas une réaction
spontanée, c'est une réaction non spontanée, c'est une réaction forcée. Et pour mettre en évidence ces transformations, ce type de transformation forcée, on doit réaliser ce qu'on appelle une électrolyse. Et ce montage qu'on a ici, c'est un montage d'électrolyse. Il est constitué d'une solution électrolytique dans un tube en U. Cette solution électrolytique, dans ce cas, c'est la solution de bromure de cuivre 2, des électrodes en graphite, 2 électrodes en graphite. Alors le graphite ici, les électrodes en graphite, ils sont inactifs chimiquement, ça veut dire qu'ils ne réagissent pas. Mais le graphite, c'est un matériau qui peut conduire le courant, c'est un conducteur de courant électrique. Et vous avez un circuit extérieur. Alors surtout dans ce circuit extérieur, nous avons un générateur. Alors ce générateur, il est là pour imposer un courant dans ce sens du pôle positif vers le pôle négatif pour le générateur, à l'extérieur du générateur, du plus vers le moins. Donc il impose un transfert d'électrons dans ce sens. Ça veut dire que le générateur, il va imposer un transfert d'un réducteur d'électrons, d'un réducteur vers un oxydant. Ça veut dire qu'il va imposer la réaction d'oxydoréduction qui va se passer dans ce système. Et je vous propose après de voir ce qui va se passer dans cette expérience. Et on doit aussi ajouter que, en absence de générateur, la réaction ne peut pas avoir lieu. Observons cette expérience mettant en évidence l'électrolyse d'une solution aqueuse de bromure de cuivre 2 avec des électrodes en graphite. Cette solution elle est mise ici dans un tube en U. Les électrodes, elles sont reliées l'une au pôle positif d'un générateur et l'autre à son pôle négatif. Alors observons que cours de l'électrolyse, il y a formation ici au voisinage de cette électrode qui est l'anode, il y a formation du dibrome Br2. Par contre, au voisinage de la cathode, il y a formation du cuivre métallique. Il est connu par sa couleur rouge. Alors, au cours de cette expérience, et pour une différence de potentiel suffisante entre les bornes de l'électrolyseur, on observe l'apparition du brome Br2, du dibrome, aux bornes de l'électrode reliée au pôle positif, et la formation du cuivre métallique au voisinage de l'électrode reliée au pôle négatif. C'est une transformation forcée entre Cu2+ et Br- qui donne Cu solide et Br2. Et ici, une observation, c'est que, en absence du générateur, ce système ne peut pas constituer une pile, ça veut dire ne peut pas évoluer spontanément. Et on va s'intéresser à l'évolution du quotient de réaction au cours d'une électrolyse. D'abord, j'ai écrit ici l'équation de la réaction avec sa constante d'équilibre K' égale 8,3 10 puissance moins 26. Observons que K', la constante d'équilibre, est très faible. Ça veut dire que dans le sens direct, cette réaction elle est non observable en pratique. Ça veut dire qu'on ne peut pas observer la formation du cuivre et de Br2 à partir de Br- et Cu2+. Ça veut dire que, autrement, Cu2+ et Br- forment un système qui est très stable, qui ne peut pas évoluer spontanément. Et s'il y aurait, si on veut une évolution, on cherche à ce que ce système évolue, ça veut dire à ce que Cu2+ réagit avec Br-, il faut que cette réaction soit forcée, elle ne peut pas être spontanée. Alors ici, j'ai écrit le quotient de réaction, QR est égal à Br2 divisé par la concentration de Cu2+ fois la concentration de Br- au carré. Alors le système, il est à l'état d'équilibre, initialement, il ne peut pas évoluer, tout simplement parce que le quotient de réaction à l'état initial, elle est égale à QR à l'équilibre, elle est égale à la constante d'équilibre de la transformation.
Et puisque QR initial est égal à la constante d'équilibre, le système il est en équilibre, donc il ne peut pas évoluer spontanément. Alors, s'il évolue, il évoluera d'une manière forcée, ça veut dire au cours d'une électrolyse. Donc, au cours de l'électrolyse, il y aurait évolution dans ce sens direct. Donc, BR2 va augmenter, la concentration de BR2, la concentration de BR-, parce que ici BR2 il est formé, BR- ici de plus ce sont des espèces consommées, donc leur concentration diminue, et globalement, le quotient de réaction, il va augmenter. Et s'il augmente, ça veut dire qu'il va devenir plus grand que, sa valeur va prendre des valeurs plus grandes que K'. Tant que l'électrolyse avance, le quotient de réaction s'éloigne de K', s'éloigne de la constante d'équilibre. Alors, j'ai schématisé ici ce qu'on vient de dire. Le système, initialement, il est tel que QR initial est égal à K', donc il est dans un état d'équilibre. Et l'évolution forcée, son évolution forcée va l'emmener d'un état d'équilibre vers un état de non-équilibre. C'est l'inverse de ce qui se passe dans une pile. Dans une pile, le système initialement est dans un état hors équilibre, QR initial était inférieur à K, et l'évolution se fait d'une manière spontanée jusqu'à ce que QR devienne égal à K. Alors, ici, on peut conclure que l'électrolyse, elle impose au système chimique, l'électrolyse impose un état hors équilibre. Et on passe à l'aspect énergétique. Du point de vue énergétique, qu'est-ce qui se passe? D'abord, il faut dire d'abord qu'au cours d'une évolution forcée, une évolution forcée ne peut pas se faire sans un apport d'énergie de l'extérieur du système. Ça veut dire que ici, c'est le générateur qui va qui va apporter cette énergie de l'extérieur. Alors, l'énergie qu'il va fournir, c'est de l'énergie électrique. Et cette énergie électrique, elle va être stockée au cours de l'électrolyse sous forme d'énergie chimique dans le système. Et on va voir les processus chimiques mis en jeu lors d'une électrolyse. Et on va commencer par les réactions d'électrodes. Ça veut dire quelles sont les réactions qui se passent au niveau de chacune des deux électrodes. D'abord, commençons par le générateur qui impose, dans ce circuit, il impose le sens du courant électrique de son pôle positif vers son pôle négatif à son extérieur. Et donc le générateur, il impose un transfert d'électrons de son pôle négatif vers son pôle positif. Et puisque donc cette branche, les électrons se déplacent dans ce sens, ils vont vers cette électrode, donc au voisinage de cette électrode, il va y avoir un gain d'électrons, ça veut dire une réduction. Cette réduction, c'est, voici son équation, Cu de plus 2 électrons donne Cu, le cuivre qui se forme. Alors le cuivre, c'est le métal rouge que l'on a vu au cours de l'expérience. Et puisque c'est une réduction, alors cette électrode est nommée cathode. Par contre, de l'autre côté, sur l'autre électrode, il y a transfert d'électrons de l'électrode vers le pôle positif du générateur. Donc ici, il doit y avoir une oxydation, ça veut dire une perte d'électrons. Et cette oxydation, c'est 2Br- va donner Br2 plus 2 électrons. Et puisque c'est une oxydation, donc c'est l'anode. Et on peut ajouter que l'électrode reliée au pôle positif, elle est nommée le pôle positif de l'électrolyseur. Celle reliée au pôle négatif, on la nomme le pôle négatif de l'électrolyseur. Ensuite, nous allons définir ce qu'on appelle des espèces électroactives. Alors, au cours d'une électrolyse, les espèces électroactives sont les espèces chimiques transformées. Ça veut dire les espèces électroactives, ce sont les espèces chimiques qui réagissent effectivement au cours d'une électrolyse. Alors, ces espèces peuvent être, ils sont de 3 types,
soit des cations ou bien des anions de la solution électrolytique, ça veut dire les ions positifs ou bien négatifs contenus dans la solution électrolytique, soit l'eau qui est le solvant et qui peut être, il peut réagir comme réducteur du couple O2 H2O ou oxydant du couple H2O H2. Alors, s'il réagit comme réducteur, ça veut dire ici il va subir une oxydation, donc cette réaction serait à l'anode. Et s'il réagit comme oxydant, il va subir une réduction, cette réduction serait obligatoirement à la cathode. Ou bien, le troisième cas, c'est le métal d'une électrode. Alors, dans le cas précédent, ce n'était pas le cas parce que nous avons utilisé des électrodes de graphite. Le graphite ne réagit pas, donc ne peut pas être une espèce électroactive. Et j'ai donné cet exemple, l'exemple de l'électrolyse d'une solution de sulfate, d'une solution aqueuse de sulfate de zinc avec des électrodes en cuivre. Alors ici, le générateur, il impose un courant dans ce sens, donc les électrons circulent dans le sens contraire. Donc dans cette électrode, il y a, ou bien au voisinage de cette électrode, il y a gain d'électrons. Alors Zn de plus vont capter des électrons pour donner Zn. Et c'est une réduction, donc elle se passe à la cathode. Donc voici la cathode. Donc ici, l'espèce électroactive, ce sont les ions Zn de plus. C'est un ion de la solution aqueuse. De l'autre côté, il y a perte d'électrons. Ça veut dire ici, il y a une oxydation. Le cuivre solide donne Cu de plus à queue et des électrons. C'est une oxydation, elle se passe à l'anode. Alors, le cuivre ici, la lame de cuivre, elle représente une espèce électroactive. Donc, Cu dans Cu de plus des électrons, c'est l'anode. À la cathode, voici l'équation, et voici la demi-équation. Et l'équation globale de l'électrolyse, la voici. Et observez que cette équation, c'est l'inverse de l'équation qui se passait dans une pile lorsque la réaction est spontanée. C'était la réaction inverse. Ici, c'est une réaction qui est forcée. Autre observation, c'est que la définition toujours de l'anode et de la cathode, elle se fait à partir de l'oxydation ou bien de la réduction. L'oxydation se passe à l'anode, O, voyelle, A, note, voyelle. La réduction, elle se passe à la cathode, réduction, R, ça commence par R, c'est une consonne, cathode commence par une consonne. Et aussi, on peut ajouter il y a dans le circuit extérieur, il y a déplacement, il y a transfert d'électrons. Les porteurs de charge en mouvement sont les électrons. Dans la solution électrolytique, ce ne sont pas les électrons, mais ce sont les ions. Alors ici, il y a production de Cu de plus, donc les ions SO4 de moins vont migrer dans ce sens pour rétablir l'électroneutralité avec Cu de plus. Et en sens contraire, les ions Zn de plus se déplacent parce qu'ils vont réagir, parce qu'ils vont capter des électrons pour se transformer en Zn. Et observez toujours que les ions négatifs dans la solution se déplacent ou bien migrent dans le même sens des électrons. Observons cette animation qui modélise un exemple d'électrolyse. Vous avez ici une solution de sulfate de cuivre 2 dans laquelle on a plongé une lame de cuivre et une solution de sulfate de zinc dans laquelle on a plongé une lame de zinc. Et entre les deux solutions, ils sont reliés par un pont salin. Vous avez ici un générateur qui impose un courant électrique de son pôle positif vers son pôle négatif. Et donc, il impose une circulation d'électrons de la lame de cuivre vers la lame de zinc à travers ce circuit extérieur. Donc le générateur, il impose
à la lame de cuivre de perdre des électrons. Ça veut dire qu'il lui impose une oxydation, Cu dans Cu de plus, en libérant des électrons. Donc c'est une oxydation et la lame de cuivre, elle représente l'anode. Par contre, de l'autre côté, dans l'autre compartiment, le générateur, il impose ici un gain d'électrons. Alors, ce sont les ions Zn de plus qui gagnent ces électrons et qui se transforment en Zn. Donc, c'est une réduction. Et la réduction, puisque c'est une réduction, donc cette électrode, c'est la cathode. Et on observe que cette électrode, elle augmente en masse. Et observez que la réaction globale qui se passe ici, c'est la réaction inverse de celle qui s'est passée dans la pile. La différence, c'est que celle qui était dans la pile, c'était une réaction spontanée. Celle-ci, elle est forcée. Et ce sont des réactions inverses l'une de l'autre. Et le pont salin, il joue le rôle aussi de préserver l'électroneutralité et des solutions. Vous avez ici la solution de Cu de plus qui s'enrichit encore en Cu de plus, donc en charge positive. Et donc, il va manquer de charge négative et c'est le pont qui va faire migrer des ions négatifs vers ce compartiment. Par contre, ici, il y a appauvrissement en charge positive. Donc, le pont, il va faire migrer ces ions positifs vers le compartiment de zinc. Et on va faire cette remarque sur l'animation. Toute animation, elle n'est qu'une modélisation de ce qui se passe en réalité. Ce n'est pas la réalité exacte. Exemple, ici, vous avez des électrons qui sont représentés par des billes vertes et qui se déplacent avec une certaine vitesse. En réalité, l'électron, il n'a pas cette dimension. Il est de très faible dimension. Il n'est pas de couleur verte et il ne se déplace pas avec cette vitesse. Il se déplace avec une vitesse très grande. Donc, ce n'est qu'une représentation symbolique qui facilite la compréhension des phénomènes physiques et chimiques. Et on va finir par cette étude quantitative dans laquelle nous allons chercher à exprimer la quantité de matière d'une espèce transformée, ça veut dire qui a réagi, ou bien une espèce qui est formée, soit à la cathode, soit à l'anode. Alors le calcul se fait de la même façon que dans une pile, parce que la seule différence qui existe, c'est que dans les piles, les réactions sont spontanées, dans l'électrolyse, au cours d'une électrolyse, les réactions sont forcées, mais le calcul reste toujours le même. Alors je dresse la réaction cathodique ou bien anodique, ça dépend de la question, parce que la question d'abord elle se pose de la façon suivante. Une électrolyse qui se déroule entre les instants t égale 0 et t, ça veut dire pendant une certaine durée, avec une intensité de courant qui est supposée constante. Et connaissons ceci, alors quelle est la quantité de matière formée, ou bien quelle est la quantité de matière réagie à la cathode ou bien à l'anode. Alors je dresse ici, j'ai pris l'exemple de la réaction cathodique. Alors l'oxydant capte des électrons pour donner les réducteurs. J'ai laissé ici une colonne réservée pour les électrons, pour la quantité de matière d'électrons. Et à l'état initial, j'ai ici la quantité de matière initiale de l'oxydant. La quantité de matière du réducteur formé, elle est nulle parce que la réaction n'a pas encore commencé. La quantité de matière des électrons qui a circulé dans le circuit, elle est encore nulle. Et l'état du système à l'instant T. La quantité de matière de l'oxydant, c'est la quantité initiale moins AX. Alors ici, A, N et B, ce sont des coefficients stoichiométriques. Moins AX. Et la quantité de matière du réducteur formé, c'est B fois X. Et la quantité de matière d'électrons qui a circulé entre t égale 0 et t dans l'électrolyseur, bien dans le circuit de l'électrolyseur, c'est n fois x. Et observez ce n, on le retrouve ici. Alors de la même façon qu'avant, donc dans les piles, j'écris les relations donnant la quantité d'électricité qui a circulé pendant le temps t, Q égale IT et Q égale N de E fois F, où F est la constante de Faraday.
la quantité d'électricité, il s'exprime en coulombs, l'intensité en ampères et le temps en secondes dans le système international. Et F, il s'exprime en coulombs par mol. Donc j'écris que N de E est égal à Nx. Alors c'est une équation que je prends du tableau descriptif, Nx, et N de E, d'après cette relation, c'est Q divisé par F, donc Q sur F est égal à Nx, et d'après cette relation Q égale IT, donc j'obtiens IT sur F égale Nx, donc X est égal à IT sur Nf. Donc maintenant, j'ai l'expression de l'avancement X à l'instant T. Alors, je peux exprimer ainsi la quantité de matière transformée de l'Occident, alors transformée, c'est AX. Restant, la quantité restante qui reste à l'instant T, c'est N de OX initial moins AX. Alors, celle qui est transformée, c'est N transformé de OX, c'est A multiplié par X, A fois IT sur NF. Et la quantité de matière formée du réducteur, c'est N formée du réducteur est égal à B fois X, B IT sur NF. Et je donne ici l'exemple de la réaction de l'expérience précédente, de BR- dans le BR2 plus 2 électrons. Alors, la quantité de matière transformée en BR-, elle serait 2 fois, alors je remplace ici 2 fois IT sur 2 fois F. C'est IT sur F. Et N formé de BR2, c'est IT sur 2F. I fois T divisé par 2F fois 1. Le BR2, le coefficient stoichiométrique, c'est 1. Et observez que cette réaction, c'est une réaction de réduction, elle se passe à la cathode. Celle-ci, c'est une réaction d'oxydation, elle se passe à l'anode, mais on utilise toujours les mêmes expressions.